International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Bonjour. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Madame le greffier, je m'excuse. Thank you, Madam President. Le greffier, merci Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo. ICC 02 11 01 11. Est-ce qu'il y a des changements dans les équipes? Pas de changement. Pas de changement, Madame la Présidente. Je vous remercie. Et je donne la parole à la défense pour continuer sa présentation. Merci, Madame le Président. Jennifer Naouri va continuer sa présentation qui prendra un peu moins d'une heure, c'est ça? Elle sera ensuite suivie par Maître Fovo Ivanovic. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, dans son exposé des faits, le procureur se garde bien d'informer la Chambre de ce que, régulièrement proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, le président Gbagbo n'aura cessé, jusqu'à son arrestation, de chercher une solution pacifique à la crise post-électorale, en proposant par exemple le recomptage des voix. Au lendemain des élections présidentielles, il proposera le recomptage des voix, position sans cesse réaffirmée au cours des mois suivants et sans cesse refusée par ses adversaires. Je vous propose de visionner un extrait. Il n'est pas d'accord. Et ceux qui le soutiennent, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent dans un comité d'évaluation. On va regarder au plus près les résultats des élections. On va faire le décomptage. Pourtant, le recomptage des voix n'a choqué personne quand il s'agissait du nouveau président de l'UMP ou lors des élections présidentielles en 2000 aux États-Unis, ou encore lors des élections présidentielles en Haïti, au même moment, en novembre 2010. Il est intéressant de noter que l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud indique, et je cite, « Je sais, parce qu'il me l'a dit, et parce que cela correspond à son caractère, que si le recomptage avait eu lieu et qu'il était donné perdant, il se serait plié au verdict des urnes. » Fin de citation. Quelqu'un qui voudrait se maintenir au pouvoir à tout prix aurait-il proposé une solution aussi pacifique que le recomptage des voix? Non, Madame le Président. Le président Gbagbo n'était pas déterminé à rester au pouvoir. Il était déterminé à accepter le verdict des urnes. Permettez-moi de rappeler que c'est le président Gbagbo qui a introduit le multipartisme en Côte d'Ivoire. Sans lui, pas d'élection démocratique en Côte d'Ivoire. Son engagement pour la démocratie, c'est l'engagement de toute une vie. Et c'est le refus du dialogue et la volonté des rebelles de recourir au pouvoir qui a déclenché la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'aura eu de cesse de souhaiter des négociations. C'est Alassane Ouattara qui refuse la nomination, le 26 mars 2011, de José Brito, ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, comme haut représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, pour entamer une médiation. C'est la France et l'ONUCI qui, d'après le
apostolique refuse, et je cite, de forcer les parties à dialoguer. Selon le procureur, dès la fin du processus électoral, et je cite, Gbagbo a mobilisé les forces qui lui étaient subordonnées et leur a donné l'ordre de coordonner leur activité dans le but d'appliquer la politique, paragraphe 9 du document contenant les charges. Ainsi, du 27 novembre 2010 au 8 mai 2011, les forces pro-Gbagbo auraient attaqué des civils considérés comme des partisans de Ouattara. Pourquoi le président Gbagbo aurait-il demandé au FDS d'intervenir pour attaquer des civils? Il venait d'être proclamé président de la République. Sa préoccupation majeure était de mettre en place un nouveau gouvernement et d'assurer le bon fonctionnement de l'État. Si les FDS, qui sont les forces gouvernementales officielles, rappelons-le, ont été impliquées dans des incidents lors de la crise post-électorale, c'est parce qu'elles ont été attaquées. D'une part, les rebelles qui ont pris le contrôle en décembre 2010, janvier et février 2011 du quartier d'Abobo à Abidjan et se sont ensuite attaqués à d'autres quartiers. D'autre part, une offensive a été lancée avec l'aide de l'armée française et de l'ONUCI de la zone rebelle au nord du pays vers Abidjan. L'offensive à Abidjan. Le président Gbagbo n'a jamais vu d'inconvénient à ce qu'Alassane Ouattara et les chefs rebelles s'installent à l'hôtel du Golfe, en plein cœur de la ville. Ils y étaient. Ça ne dérangeait personne, a-t-il dit. Pièce de la Défense, 0589, 1 minute et 8 secondes. Il y aura rapidement 850 soldats rebelles à l'hôtel du Golfe, qui devient une base militaire, d'où seront d'ailleurs lancées des attaques. Par exemple, le 16 décembre 2010 contre la RTI. Pourquoi autoriser des forces rebelles aussi importantes et lourdement armées à s'installer à Abidjan si le président Gbagbo préparait la mise en place d'une politique pour se maintenir au pouvoir à tout prix? Cela n'a pas de sens. De plus, ce sont des rebelles qui vont commettre de nombreuses exactions à l'encontre de la population civile à Abidjan pendant cette période. Prenons l'exemple d'Abobo. Abobo n'est pas un simple quartier d'Abidjan. C'est une ville dans la ville, peuplée de plus d'1 million d'habitants. Dès avant la tenue des élections présidentielles, des groupes rebelles s'étaient infiltrés dans Abobo, organisant des caches d'armes. Ils arrivaient du nord, notamment par le chemin de fer. Il faut savoir que l'origine de la commune d'Abobo est associée à la construction de ce chemin de fer. Toute une vie s'est ensuite organisée autour de la gare, qui aujourd'hui encore demeure le centre de cette localité. C'est dès avant les élections présidentielles que les rebelles infiltraient Abobo. Et c'est le 16 décembre 2010 qu'ils lançaient leur première attaque contre les forces de sécurité. Dès le début, les affrontements les plus violents opposent les différents groupes rebelles en présence, notamment des groupes obéissant à Guillaume Soro et le commando invisible dirigé par Ibé. Munis d'armes lourdes, les rebelles attaquent les postes de police, les forces de l'ordre en général, et s'en prennent aux civils. Je vous propose de regarder une vidéo. Cette femme brûlait vive. Selon les témoignages recueillis, d'autres victimes encore ont carrément été égorgées et leurs corps sans vie évacués avant notre arrivée par les services de pompes funèbres. Je voudrais, pour qu'on comprenne bien la situation à Abobo, vous lire un extrait du livre « Le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan. Gbagbo est innocent, c'est nous ». Il s'agit du document de la Défense 0040, pages 2387, 2388 et 2389.
de combien d'éléments était composé le commando invisible pendant cette guerre en 2010-2011. Nous avions 5400 hommes sur le terrain. C'est notre clan qui était majoritaire dans la belligérance. Comment opériez-vous à Bobo? Nous avions d'abord reçu de la Licorne tous les plans, tous les repères stratégiques d'Abidjan pour pouvoir venir envahir la ville. Elle nous avait également fourni toutes les cartes des communes d'Abidjan, où les coins et recoins sont bien identifiés. Au début, c'est par le train qu'on a fait entrer petit à petit nos éléments à Abidjan. Et nous sommes allés nous installer à Bois-Sec, un petit endroit du côté de Ndautré, à Abobo, pour former un petit camp. Et lorsque nous avons reçu les armes que la France nous avait promises, nous avons commencé à passer à l'acte, en envahissant Abobo et en faisant subir des atrocités à la population pour faire peur au pouvoir. C'est là qu'on a commencé, sous les consignes et ordres de l'ONUCI. C'est l'ONUCI qui nous livrait les armes, les véhicules et les moyens de combat, tout. Par la suite, nous avons envahi Anyama, Anonkouankouté, Bokambo et les zones Abobo centre, ouest, nord. Lorsqu'on a pris le contrôle d'Abobo, en commençant par Abobo ouest, par Ekekwa, dans le rayon du camp commando d'Abobo, on a pris davantage de confiance. Mais comme on n'arrivait pas à déloger les hommes du camp d'Abobo, on avait demandé des renforts en armes lourdes que la Licorne nous avait promises. Qui vous a promis? La force Licorne. C'est lorsque nous avons reçu ces armes lourdes que nous avons commencé à attaquer le camp commando d'Abobo. On attaquait aussi les éléments des forces loyalistes qui habitaient dans la commune d'Abobo. Et comment procédiez-vous? Certains mettaient le feu, d'autres. Il y avait 2 ou 3 étages où habitaient des loyalistes, des forces pro-Gbagbo, au niveau du village Anonkouankouté. C'est avec les armes qu'on nous avait données qu'on a pu attaquer ces étages, brûler plusieurs personnes vives là-bas. Les commissariats aussi? Oui. On a commencé ensuite à attaquer plusieurs cités des forces loyalistes au niveau d'Abobo. Lorsqu'on avait fini le contrôle de tout Abobo, il fallait que, peu à peu, on commence à prendre le contrôle de Yopougon, Trècheville, Cocody, Plateau et Adjamé. Adjamé nous a été déjà acquis. Trècheville nous avait été déjà acquis. La situation à Abobo devient donc explosive. Les exactions se multiplient et les forces de maintien de l'ordre perdent rapidement le contrôle du quartier. En janvier et février 2011, les forces de l'ordre ont disparu. Des dizaines de milliers d'habitants fuient le quartier, toutes ethnies confondues. On en voit quelques images à l'écran. Et nous souhaitons vous montrer une vidéo sur l'exode des populations à Abobo. Dans notre pays, on vient nous adresser dans notre pays, on partit où? On ne peut pas partir quelque part. Ici, la pêcherie, on est fatigué. On est fatigué. Que Dieu ne va nous aider. Et à nos enfants, regarde nos enfants. C'est ça, la situation à Abobo, fin février 2011. À l'exception des gendarmes assiégés au camp commando, le quartier tout entier est entre les mains du commando invisible et d'autres groupes pro-Ouattara. L'offensive. Le procureur lui-même précise que, et je cite, « les FRCI avançaient du nord au sud de la Côte d'Ivoire pour atteindre Abidjan le 31 mars 2011, paragraphe 14 du document contenant les charges. Or, il n'en tire aucune conséquence.
Il n'explique pas le contexte dans lequel s'est déroulée cette descente et par qui. Il s'agissait des rebelles du Nord, équipés et armés. Le procureur explique que les fidèles de Ouattara comprenaient notamment les forces nouvelles rebaptisées par la suite Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, et qu'il disposait du soutien d'un groupe de défense issu de tribus appelées les Dozo et d'un autre groupe de miliciens burkinabés, paragraphe 14 du document contenant les charges. Il se garde d'entrer dans le détail. Il nous appartient donc de le faire. Qui sont les FRCI? Qui sont les Dozo? Qui sont les mercenaires burkinabés? Les FRCI ont été créés par une ordonnance du 17 mars 2011, numéro 2011-002, d'Alassane Ouattara, en fusionnant les forces armées des forces nouvelles et les forces nouvelles. Sous ces sigles se cachent les bandes armées des différents Comzones, les mêmes chefs rebelles et leurs hommes ayant mis le Nord en coupe réglée, les mêmes dont les exactions ont été dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. À côté des forces nouvelles, il y avait toutes sortes de groupes de mercenaires, troupes levées sur la promesse de salaire ou de pillage. Ces mercenaires étaient burkinabés, maliens, notamment des Touaregs, nigériens. Il semble même que des unités constituées burkinabés soient intervenues en tant que telles. Il convient de noter la proximité culturelle de nombre de ces mercenaires avec les contingents des Nations Unies présents dans le pays, par exemple nigériens. Quant aux milices Dozo, dont parle le procureur, sans s'y attarder, elles sont plus connues sous le nom de Camajor en Sierra Leone. Il s'agit d'une caste de chasseurs des ethnies présentes du nord de la Côte d'Ivoire et dans les pays frontaliers. Est-il nécessaire de rappeler ici les nombreuses exactions commises par les Camajors? Dans le jugement concernant Charles Taylor du tribunal spécial pour la Sierra Leone, il est précisé au paragraphe 196 que les Camajors ont mangé des personnes qui étaient accusées d'être des sympathisants du RUF. Eh bien, les Dozo et les Camajors, ce sont les mêmes personnes. Le procureur s'est bien gardé d'expliquer qui ils étaient, les mentionnant rapidement, sans expliquer d'où ils viennent et quelles sont leurs pratiques. Dans le livre, le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan, Gbagbo est innocent, c'est nous. Le second adjoint d'Ibé, commandant du théâtre des opérations, raconte les pratiques des chasseurs traditionnels d'Ozo. Je cite. Ils ont commis tellement de crimes rituels pour l'avènement et le maintien de Dramane au pouvoir. Ils enlevaient parfois de pauvres innocents parmi la population, allaient les dépecer vifs et ôter leurs organes pour des rituels mystiques. Ce sont ces forces qui avançaient du nord vers le sud de la Côte d'Ivoire en 2011 et qui attaquaient les populations civiles sur leur trajet. Concernant leur équipement, un gradé des services de renseignement français confie, dans un article du Canard enchaîné, le journal français le mieux informé, que la France a prodigué des conseils tactiques au FRCI en vue de l'offensive et les a équipés, notamment de fusils d'assaut. La descente vers Abidjan. Dès le début de leur descente vers le sud, les forces rebelles se livrent à des atrocités. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire,
les rebelles ont systématiquement pris pour cible les civils présumés pro-Gbagbo, hommes, femmes, personnes âgées et enfants. En février 2011, la ville de Zouan-Ounien est attaquée. En février et mars 2011, les rebelles ont massacré des centaines de civils et violé des dizaines de femmes dans l'ouest du pays. Dans une dizaine de villages, entre Bloléquin et Tout-le-Pleu, des exécutions, actes de mutilation et immolations par le feu ont été commis par les rebelles. Les personnes âgées n'ayant pas pu s'enfuir ont été exécutées sommairement. Ces massacres ont provoqué la fuite de dizaines de milliers de civils. Dans le village de Diobokié, près de Douékoué, les civils qui n'ont pas fui ont été tués par les rebelles. 4 personnes ont eu les bras tranchés et ont été éventrées alors qu'elles étaient encore vivantes. Arrêtons-nous un instant sur la cité martyre de Douékoué. Dans cette région, les massacres ont fait des centaines de morts et entraîné des dizaines de milliers de réfugiés. Nous vous proposons un extrait vidéo pour illustrer les événements de Douékoué au quartier Carrefour. Les forces du Nord ont gagné, ont pris la ville et ensuite il y a eu des massacres, un tri des hommes. Vous voyez d'ailleurs que sur les images on voit bien les papiers d'identité qui sont posés à côté des hommes abattus et exécutés d'une balle à la tête souvent ou d'un coup de machette, voire égorgés. Et on s'aperçoit que ces papiers, ce sont des papiers de guérés, c'est-à-dire que ce sont des ethnies guérées. L'ethnie guérée est supposée être favorable au président Gbagbo. Et donc il y a eu des représailles, ça a duré plusieurs jours, ça s'est passé en ville, à Douékoué, dans le grand quartier de Carrefour. Ça s'est passé aussi dans les villages, dans les campements, dans la brousse. On pense qu'il y a eu entre 1000 et 2000 morts. Entre le 29 mars et le 31 mars 2011, plus de 800 personnes ont été massacrées dans le quartier Carrefour de Douékoué, du fait de leur appartenance à l'ethnie guérée. Le massacre a été perpétré par des rebelles, des dozos et des miliciens burkinabés dirigés par Amadé Ouérini, un Komzone burkinabé. Dans les alentours de Douékoué, entre le 28 mars et le 10 avril 2011, les populations des villages de Dawa, Delobli, Baébé, Binou, Guéibli et Diéiba ont été massacrés. Le 28 mars 2011, le village de Diaouin est à nouveau victime des exactions des rebelles. Le bilan s'élève ce jour-là à 24 morts. Dans le village de Dioukoué, à distinguer de Douékoué, les civils ont été torturés, violés, amputés, jetés dans des puits et tués. Dans la ville de Guilo, les populations civiles ont été massacrées. Enfin, à Alep, de nombreuses exactions ont été commises à l'encontre de la population civile, notamment par les dozos. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Nous y voyons par exemple un homme qui a été victime de rituels dozo. Les rebelles humiliaient leurs victimes en les forçant à chanter « Au revoir Gbagbo, Gbagbo s'en va ». Je vous propose d'écouter. Bravo,
Arrivés à Abidjan, les Comzones se partagent la ville. Mais leurs attaques contre les forces régulières échoueront. C'est pourquoi les contingents de l'ONUCI et la force Licorne viendront à leur secours au début du mois d'avril 2011. Je vous propose d'écouter un très court extrait d'un reportage d'Arte, chaîne de télévision française. Alors, les filles! Et la patrouille, censée sécuriser le quartier, s'achève, une fois encore, en retrait précipité. L'épilogue survient 2 jours plus tard. Entre-temps, l'ONU et les forces françaises ont pris les choses en main. À l'annonce de la capture de Gbagbo, toutes les troupes qui n'y ont pas participé se ruent vers la résidence. Au cours des combats, il y aura des nouvelles atrocités. Par exemple, les rebelles ont aussi utilisé les civils comme boucliers humains. Nous pouvons voir un exemple à l'écran. Je vous propose aussi de regarder un très court extrait, toujours du même reportage d'Arte, concernant l'usage de boucliers humains. Ces combattants sont des broussards qui ne connaissent pas Abidjan. Et puis les habitudes sont dures à perdre. La preuve, arrivés à Cocody et pris sous le feu de quelques snipers, les soldats du colonel Ouattao décident de se faire un bouclier de ces hommes. Des civils raflés dans la rue. La patrouille commence. Les hommes progressent sous la protection de leurs otages. Ne fais pas confiance à les hommes là. Sortez! Ouais, avance, laisse. Venez, venez, citoyen, venez. Venez ici. Ouais, venez. Avancez, avancez. Rien n'est à, venez. On est venu acheter du. C'est pas grave, venez, doyen, venez. Avancez là. Venez. Chaque civil aperçu est un suspect. Ne panique pas. Si vous me permettez juste d'intervenir une petite seconde, avec votre permission. C'est juste pour une question de pratique pour tous et chacun, car on ne nomme dans le transcrit, les références vidéo n'apparaissent pas, car on n'indique pas l'ERN de la pièce et le piétage, donc de quelle seconde ou quelle minute à quelle minute. Malgré le fait que ça peut s'alourdir les débats, il serait peut-être important de le faire, tel que on a, quoique c'était des extraits vidéo limités que l'accusation a montré, c'est qu'on ne s'y retrouve pas. Tout ce qu'on a dans les transcrits, c'est, entre parenthèses, diffusion d'une vidéo. Et il va être très difficile, certainement pour les parties, mais la Chambre également, de s'y retrouver par après. Je vous remercie. Et oui, il me semble aussi qu'il faudra que vous donniez plus de références pour savoir exactement de quoi il s'agit et à quelle minute. Oui, malheureusement, ça va couper un peu votre récit, mais il faudra avoir toutes les références. Est-ce que vous pouvez le faire et peut-être clarifier après ce que vous avez déjà passé si ce n'est pas clair au transcript? Petraltit. Oui, merci Madame le Président. Bien entendu, nous allons donner le plus d'informations possible. Jennifer Naouri voudrait préciser quelques éléments en réponse au procureur. Il y a des éléments d'information ici qui mériteraient peut-être d'être soulignés, mais nous allons faire naturellement ce que vous dites. Oui, merci Madame le Président. Il n'y a aucun problème pour nous de préciser avant chaque vidéo les références, mais elles sont indiquées dans le PowerPoint. Vous pouvez voir que dans le PowerPoint, en bas de page, il y a la référence de la pièce et le début du timecode, donc le moment où on commence l'extrait dans la pièce qui a été divulguée. Donc on va vous donner, comme le procureur l'a fait, un DVD avec notre PowerPoint qui permettra de voir exactement quelles pièces ont été citées. Il n'y a aucun problème et je vais attendre 5 secondes. On remercie d'ailleurs la défense de nous remettre le PowerPoint avec les ERN et tout. Ça va. C'est juste que malheureusement, dans le transcrit lui-même, lorsque dans une semaine,
ou 2 ou 3, on va être en train d'écrire les observations de clôture. On pourra pas, on va avoir le PowerPoint, certes, mais en lien avec le transcrit, ça va être plus difficile. Je crois que c'est clair même dans le programme. Oui, merci. L'installation des rebelles à Abidjan. Après la chute du président Gbagbo, le 11 avril 2011, les ex-chefs rebelles se sont répartis la capitale ivoirienne comme un butin de guerre. Je cite là un titre d'un article de Jeune Afrique du 22 juillet 2011. Pièce 38-59. Abidjan a été partagé en plusieurs groupements tactiques par les rebelles. Par exemple, Chérif Ousmane a pris le contrôle de la commune du Plateau et d'Adjamé. Ouattao, quant à lui, a pris le contrôle des quartiers sud d'Abidjan, où sont situés le port et de nombreuses entreprises. Ben Laden a pris le contrôle de Yopougon. Abobo reste, dans les premières semaines, entre les mains du commandant invisible et des forces pro-Ouattara. L'offensive contre Yopougon. Après l'arrestation du président Gbagbo, différents groupes de rebelles tentent de s'attaquer à Yopougon, second quartier le plus peuplé de la capitale, plus d'1 million d'habitants. Yopougon est peuplé majoritairement par des habitants membres d'ethnies supposées favorables au président Gbagbo. Les attaques rebelles échouent devant la défense que leur opposent des groupes d'autodéfense composés d'habitants. Les rebelles demandent alors à d'anciens responsables pro-Gbagbo de négocier le désarmement des habitants. C'est ce qu'explique notamment le témoin du procureur P44. Et il précise que les civils ont accepté. Pièce de la Défense, 3704, page 3716. Une fois les habitants désarmés, des groupes de rebelles se répandent à Yopougon, se livrent à de nombreuses exactions et commettent de nombreux crimes. Par exemple, les civils ont été raflés et détenus à la station Lubre-Afrique. Nous pouvons voir sur les photos des jeunes gens aspergés d'essence. Et sur la vidéo qui va suivre, nous pouvons voir une centaine de jeunes hommes détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines. Il s'agit de la pièce de la Défense 2115. Et nous préciserons le timecode une fois qu'on aura montré la vidéo. Extrait de 0,15 à 0,27 secondes. La Côte d'Ivoire est le théâtre d'un conflit armé non international avant le 25 février 2011. Dans les paragraphes 14 et 15 du document contenant les charges, le procureur considère que, je cite, « Le 25 février 2011, la Côte d'Ivoire était devenue le théâtre d'un conflit armé ne revêtant pas un caractère international entre les forces pro-Gbagbo et les fidèles à Ouattara. » Fin de citation. Or, il s'agit d'une simple affirmation basée, nous venons de le voir, sur un exposé des faits lacunaire et déformé. Il n'est pas acceptable d'utiliser des critères autres que juridiques pour qualifier un conflit. C'est ce que rappellent les commentaires du Comité international de la Croix-Rouge portant sur l'article 1 du protocole additionnel 2
aux conventions de Genève. Je cite, « L'application du protocole ne doit pas dépendre de l'appréciation des parties. Le protocole entre en vigueur automatiquement dès que les conditions matérielles, telles que définies par l'article, sont remplies. Il convient donc de définir juridiquement le conflit armé non international. En vertu de l'article 8.2 F du statut, l'existence d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international suppose la démonstration d'un conflit qui oppose, je cite, d'une manière prolongée sur le territoire d'un État, les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. Le protocole additionnel 2 aux conventions de Genève, ratifié par la Côte d'Ivoire le 20 septembre 1989, précise sa définition en soulignant qu'il s'agit d'un conflit, je cite, qui se déroule sur le territoire d'une autre partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole. Pour qualifier le conflit armé non international, le procureur aurait donc dû démontrer, d'abord, l'existence d'un groupe armé organisé qui se serait opposé aux autorités du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le critère d'organisation des parties au conflit concerne uniquement la partie non étatique, puisque les forces gouvernementales sont présumées remplir cette condition. L'organisation du groupe armé s'évalue à la lumière d'un faisceau d'indices qui a été posé par la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, notamment dans les arrêts Tadic et Haradinaj, repris par la jurisprudence de cette Cour. Il s'agit notamment de l'existence d'une structure de commandement. Nous avons vu que l'organisation des forces armées des forces nouvelles était calquée sur celle de l'armée nationale, avec pour chef d'état-major le général Soumaïla Bakayoko. L'existence d'un quartier général, celui-ci se situait à Bouaké. Le contrôle d'un territoire délimité. Les forces nouvelles contrôlaient le nord du pays depuis septembre 2002. La capacité à se procurer des armes et autres équipements militaires, de recruter et de leur donner une instruction militaire. Nous avons vu que les forces nouvelles, enrichies par le racket des populations et de nombreux trafics, s'étaient procurées des armes, de l'équipement militaire et avaient recruté des hommes. La capacité de planifier, coordonner et mener des opérations militaires, notamment d'effectuer des mouvements de troupes et d'assurer un soutien logistique. Les forces nouvelles menaient de nombreuses opérations contre les forces de l'ordre, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu que leurs troupes ont à plusieurs reprises mené des offensives vers le sud du pays. La capacité de définir une stratégie militaire unique et d'user des tactiques militaires. Toutes les opérations militaires des forces nouvelles, depuis septembre 2002, avaient pour but de renverser le pouvoir et aboutiront finalement le 11 avril 2011. La capacité de s'exprimer d'une seule voix et de conclure des accords comme des accords de cessez-le-feu ou de paix. Nous l'avons démontré vendredi. Les forces nouvelles avaient signé un certain nombre d'accords de paix avec le gouvernement, bien qu'elles ne les aient jamais respectés. Nous avons donc démontré, tout au long de la présentation des faits, que les forces nouvelles remplissaient ces critères, et ce depuis 2002. Outre l'organisation d'un groupe armé, l'existence d'un conflit armé non international se caractérise par l'intensité et la durée des combats. Le critère d'intensité de la violence s'évalue à la lumière d'un faisceau d'indices qui a été posé par la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il s'agit notamment du type d'armes et autres matériels militaires utilisés. Nous l'avons dit, les forces nouvelles étaient lourdement armées et disposaient de matériel militaire.
le nombre de personnes et le type de force engagées dans les combats. Le Nord était subdivisé en 10 zones, chacune contrôlée par un Comzone, ayant sous ses ordres de nombreux hommes bien entraînés. Le nombre de victimes, l'étendue des destructions et le nombre de civils ayant fui la zone des combats. Nous avons montré tout au long de cette présentation que depuis 2002, les forces nouvelles ont fait de nombreuses victimes au cours des affrontements, détruisant des villages entiers, ayant pour conséquence la fuite des populations civiles vers le sud ou vers les pays voisins. L'engagement du Conseil de sécurité des Nations Unies peut également témoigner de l'intensité d'un conflit. Rappelons à ce propos que le Conseil de sécurité a créé, dès le 13 mai 2003, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui deviendra en 2004 l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, et a multiplié les résolutions. 26 résolutions entre 2003 et 2010 pour assurer la présence de l'ONUCI, considérant que la situation en Côte d'Ivoire continue de menacer la paix. Le procureur ne prend pas la peine de définir ce qu'il entend par conflit armé non international, parce qu'il ne prend pas la peine de définir les parties au conflit. S'il l'avait fait, il aurait dû s'intéresser aux forces nouvelles, actives en Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000. Il aurait dû s'intéresser aux moyens employés par les forces nouvelles pour contrôler le nord et une partie de l'ouest du territoire, et aux moyens par lesquels elles sont rapidement devenues une armée dissidente, organisée, hiérarchisée, entraînée et équipée, placée sous le commandement responsable des Comzones. Surtout, il aurait dû admettre que les FRCI sont en réalité les forces nouvelles auxquelles il ne souhaite pas s'intéresser. Le procureur tente de nous faire croire, de vous faire croire que les FRCI n'auraient été créés, constitués et organisés qu'après l'élection présidentielle de 2010. Or, ce n'est pas vrai. Il le dit lui-même au paragraphe 14 du document contenant les charges. Les forces nouvelles étaient rebaptisées Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les FRCI sont donc les anciennes forces nouvelles qui contrôlaient le nord du pays depuis 2002 sous le commandement de Guillaume Soro. Les mêmes qui se sont livrés à des exactions sans nombre dont nous vous avons rappelé quelques exemples. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi le procureur veut ignorer l'existence des forces nouvelles? Parce que cela aurait remis en cause toute son argumentation. Non seulement cela l'aurait obligé à renoncer à présenter les faits de manière unilatérale et de manière partiale, comme l'attaque de civils désarmés, mais cela l'aurait amené à revoir toute sa démonstration, qui est fondée sur un seul présupposé. Le président Gbagbo serait le seul coupable. Il aurait lancé des forces armées à l'assaut de populations civiles désarmées pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça qu'il retient la date du 25 février 2011. Cette volonté de faire peser tout le poids de la responsabilité de la crise sur les épaules du président Gbagbo explique que le procureur ait voulu ne faire porter son enquête que sur les événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire à partir du 28 novembre 2010. Dans le droit fil de cette stratégie, il prétend aujourd'hui qu'il n'y a eu de conflit armé non international que du 25 février 2011 au 8 mai 2011. Ce faisant, il procède par présupposés, lesquels ne s'expliquent par un a priori en faveur d'un camp contre l'autre, et surtout, il empêche la Chambre de comprendre l'enchaînement des événements qui a pu amener à la crise. Le procureur n'a pas pris en compte les éléments qu'il avait dans les mains. S'il avait analysé tout ce dont nous avons parlé au cours de cette présentation, il aurait identifié un conflit armé non international avant le 25 février 2011, prenant son origine dans le coup d'État du 19 septembre 2002. Avoir une vue globale des faits permet non seulement de mieux comprendre la situation, mais surtout, cela conduit à admettre que la responsabilité de la crise
incombe aux rebelles. Il s'agit bel et bien dans un conflit armé non international, avant le 25 février 2011. Cela signifie que nous sommes en présence de deux forces armées. Il est fondamental d'analyser les faits qui seront présentés lors de cette audience à travers ce prisme. D'un côté, il y a des combattants qui s'affrontent, de l'autre, des civils. Étant dans un conflit armé non international, il ne fait donc aucun doute que nous sommes en présence de combattants lors des événements visés par le procureur dans son document contenant les charges, et non d'une seule force armée qui s'en prendrait à la population civile. De plus, il ne s'agit pas de simples combattants, mais de groupes armés très organisés, comme nous l'avons démontré. Ignorer qu'il s'agit de combattants qui s'affrontent, ignorer qu'il y a des hommes en armes qui s'opposent, c'est dénaturer les faits, c'est dénaturer le conflit, c'est dénaturer le récit, et c'est surtout dénaturer l'histoire d'un pays. Le procureur, en refusant d'entrer dans le détail de la qualification du conflit, en refusant d'inscrire les faits dans leur contexte, dénature le récit des événements qu'il expose lui-même devant cette cour. Il refuse d'identifier les protagonistes du conflit armé, puis il ne s'intéresse qu'à une seule partie. Nous sommes aujourd'hui en février 2013, soit plus de 10 ans après le début du conflit, 10 ans après les premiers massacres et les premiers rapports des organisations des défenses des droits de l'homme. Pour maintenir contre toute évidence sa ligne de conduite, le procureur fait comme s'il ne s'était rien passé depuis lors. Pour cela, il a fait abstraction des éléments de preuve à la disposition des parties. Mais les faits sont têtus et la construction a posteriori du procureur apparaît en pleine lumière. C'est d'autant plus surprenant que le procureur a prétendu avoir mené des enquêtes lors d'un examen de la situation qui existe en Côte d'Ivoire depuis 2003. Comment peut-il sérieusement et de bonne foi prétendre aujourd'hui ignorer tout ce qu'il s'est passé depuis 2002 en Côte d'Ivoire et ce qui s'y passe encore? À Douékoué, les civils sont encore pris pour cible. Jean-Paul Marie, grand reporter du Nouvel Observateur, envoyé spécial en Côte d'Ivoire, raconte ces exactions. La population civile est encore persécutée. Pièce de la Défense 39-52. Tous les jours, c'est toute la Côte d'Ivoire qui souffre. Les rapports récents des droits de l'homme n'ont eu de cesse de le dénoncer. La violence est partout et l'impunité règne. Que fait le procureur? Merci Madame le Président. C'est Maître Fovo Ivanovic qui prendra la suite de Jennifer Naouri. Mais comme nous sommes proches de la première interruption, peut-être pouvons-nous interrompre ici et reprendre tout à l'heure, comme vous le souhaitez. Vous avez encore 10 minutes. Vous préférez couper maintenant et commencer à... Bon, et vous savez pour combien de temps la prochaine... La présentation de Maître Fovo Ivanovic va s'étaler sur les deux plages de temps d'aujourd'hui et demain aussi. Bon, alors à ce moment-là, on peut commencer à 5h moins le quart, moins 4. Vous avez compris. Merci. Alors, on va suspendre maintenant et on va recommencer à 5h. Oui, à 4h moins 5. All rise. We will adjourn.